Dans votre émission, le Before des GG avec toute l'équipe au grand complet ensemble jusqu'aux portes de midi pour survoler l'actualité. Et comme on dit, on ne vit qu'à travers vous, car sans vous, chers téléspectateurs, auditeurs, cette émission n'existe pas. L'actualité dans le procès du 28 septembre, ils étaient le premier à comparaître devant le tribunal criminel de Dixine et dès l'entame des interrogatoires, il avait scellé une union sacrée avec le nihilisme systématique, niant sans sourciller même aux interrogations qui paraissaient des plus évidentes. S'il est commun de dire que la nuit porte conseil, il est désormais possible de dire aussi que la pause porte conseil, puisque jusqu'à l'arrêt récent des débats, le concerné maintenait ses déclarations. Cette volte-face change-t-elle quelque chose de fondamental au cours du procès? Nous interrogerons Maître Alpha Amadou Diesba, également Maître Pépé Antoine Lama de la Défense. Du 5 au 20 novembre 2022, plusieurs représentations de partis politiques, de fêtières de la société civile et des institutions se sont retrouvées par le truchement de 13 groupes thématiques afin de discuter sur des questions essentielles à éponger pour un retour serein et viable à l'ordre constitutionnel. Au sortir des travaux de groupe, 35 recommandations ont été faites par les parties prenantes, en outre dans le but de se démarquer des accords antérieurs qui sont restés mornés. Le CAC s'est vu doté d'un comité de suivi plusieurs mois après. Quel bilan peut-on dresser relativement à la mise en œuvre de ces résolutions? C'est la grosse question et bien d'autres que nous poserons à Dr Makale Traoré dans cette émission. Sa suspension a été actée le week-end dernier par une décision du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Si tout va bien, nous allons nous intéresser à ce dossier d'enquête qui a été développé par Félix. Nous revenons sur ce plateau. On parlait de cet effondrement avec l'expertise notamment de la société adjudicatrice du marché. Félix, peut-être un mot sur cet effondrement avant de partir avec ce dossier d'enquête. Oui, en fait, quand je disais que je n'étais pas totalement d'accord avec Alphonse, quand il dit que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est l'œuvre exclusivement des entreprises. Moi, je dis non. L'État a la responsabilité, au-delà du fait de créer des conditions pour des entreprises de pouvoir investir. L'État a la responsabilité quand même de contrôler tout ce qui se passe sur son territoire et surtout par rapport aux chantiers comme ça. On parle quand même des chantiers où des hommes ou des humains doivent habiter. Vous avez vu les piliers de ces Justement, j'ai fait immeubles, aussi le même constat, oui. de ces immeubles. Très sincèrement, moi, depuis longtemps, j'en parlais le matin avec Babila. Depuis fort longtemps, quand moi je voyais, on parle d'un immeuble de R+5. Et je sais que je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas ingénieur, mais quand vous la regardez, dimension des pliés. Quand vous regardez la dimension des pliés, vous posez la question, est-ce réellement ces pliés, comment dirais-je, peuvent tenir par rapport à l'immeuble? La charge. Donc, ça, c'est une question fondamentale. L'autre chose que je voulais embrayer, c'est l'étude du terrain. Normalement, pour une entreprise sérieuse, il faut d'abord faire une étude pour comprendre réellement est-ce que le sol sur lequel nous sommes en train de bâtir peut tenir un R+5. Attention, sur l'étude de terrain, j'ai des informations. Attendez, il va finir. Non, ça, je suis en train de le dire. Je ne suis pas en train de dire. Le terrain était bon, selon les gens, que selon les l'entreprise, spécialistes. peut-être, ou que le terrain n'est pas bon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour des chantiers de ce genre, il faut une étude de terrain pour savoir réellement est-ce qu'un R+5 ou un R+6 ou 10 peut tenir sur le terrain. Ce n'est pas que ces immeubles. On en voit en longueur de journée, même avec nos routes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème fondamental qu'il faut que notre État puisse prendre des dispositions pour quand même qualifier davantage les travaux qui se réalisent sur le terrain. Parce qu'en réalité, même nos routes, vous avez des routes qui ne tiennent même pas 4 mois. Vous avez des routes qui ne tiennent même pas une année. Et donc, ça devient du gaspillage. Aujourd'hui, c'est fondamentalement du gaspillage avec cette construction. Maintenant, de l'autre côté, je crois que au Sénégal, quand il y a eu incendie, tout de suite, on a limogé, je crois que c'était le ministre de la Santé. À l'époque, on a limogé le ministre de la Santé parce qu'il n'avait pas joué un bon rôle. Malheureusement, en Guinée, on va pas se payer la tête du ministre Non, je ne suis pas en train de demander. Non, on va pas se payer la tête du ministre parce que le ministre
le ministre actuel est venu trouver ce chantier sur place. Je suis en train... Attention. Et on apprend que c'est ce ministre, d'ailleurs, qui refuserait de recevoir ses conseillers si ce n'est pas sur demande d'audience. Voilà. D'accord. Non, voilà, nous allons partir avec notre invité puisque le procès va démarrer dans un court instant. Nous avons Maître Pépé Antoine Lama qui est en ligne avec nous, notamment sur ce dossier du procès du 28 septembre. Maître, bonjour. Bonjour Diba, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Alors, on a écouté hier Marcel. Finalement, sur l'opportunité de sa sortie, on a beaucoup épilogué. Des dispositions du Code de procédure pénale ont été rappelées, notamment 400 et 401, qui a amené le président qui insistait sur son pouvoir discrétionnaire, sa souveraineté à prendre une telle décision. D'abord, sur l'opportunité, pour vous, c'était pas opportun d'y aller, mais également sur sa sortie, on a révélé beaucoup de choses. Il a remis en cause beaucoup de choses qu'il avait dit lors de sa première sortie. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Écoutez, la sortie de Marcel Guilabogui hier n'était ni opportune, ni nécessaire, ni utile. De ma petite expérience d'avocat, bientôt 11 ans de d'art, je n'ai jamais été aussi déçu d'un accusé comme Marcel Guilabogui. Ce monsieur nous a pris inutilement toute une journée et très malheureusement, il a créé une situation qui va ramener le débat à zéro, comme si nous avions passé 9 mois de promenade inutile au niveau de ce tribunal. Et aujourd'hui, donc, Marcel est venu se livrer à un spectacle obscène en lisant un discours soigneusement rédigé par les techniciens de Toumba pour tenter, n'est-ce pas, d'incriminer le président Moussa Dadis Camara. C'est très désolant que Marcel ait choisi, n'est-ce pas, de faire de cette tribune une tribune de règlement de compte. C'est dommage qu'il n'ait pas profité de cette occasion pour se repentir de tous les crimes qu'il a commis au stade. Nous avons eu l'impression d'avoir affaire avec des individus qui sont rattrapés par les fantômes des disparus, de tous ceux qui ont perdu leur âme dans les événements du 28 septembre. L'histoire donnera raison au cas. Maître, je vais vous poser une question. Vous disiez tout à l'heure que son discours a été rédigé par les techniciens de Toumba. Eh bien, est-ce que cette déclaration est soutenue par des éléments de preuve? Est-ce que vous voulez nous faire savoir aussi que le discours de Dadis avait été aussi rédigé par les techniciens de Toumba? Et au-delà, l'autre question, Granco lui-même, lors de son passage, disait que Marcel et Toumba étaient les bébés hollandais du capitaine Dadis. Si aujourd'hui, comment pouvez-vous nous dire que Marcel est dans un règlement de compte alors qu'il était perçu hier comme un bébé hollandais du capitaine Dadis? Et quels sont ces techniciens de Toumba, justement? Je vais vous dire une chose. Toumba et Marcel ont une longue histoire. Toumba était le commandant du régiment commando. Marcel était son adjoint. Ce n'est pas une invention. Vous allez vous souvenir que nous avions rappelé les déclarations de Toumba devant le pool des juges chargés du dossier. En présence de ses avocats, Toumba a clairement reconnu avoir été le commandant du régiment commando. Ça, c'est écrit, c'est incontestable. Et en dehors de cet aveu qui est consigné dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pool, il y a des articles de presse que nous avons produits au débat qui soulignent également que Toumba a confirmé avoir été le commandant du régiment. Au-delà de ça, et il avait pour adjoint Marcel Guilabogui. Au-delà, vous avez entendu Toumba à la barre dire que c'est lui qui a porté les galons, c'est lui qui a donné le grade au capitaine Marcel Guilabogui. Vous pensez que dans une situation normale, un aide de camp peut porter un grade sur les épaules d'un soldat? Ce n'est pas possible. Et l'autre chose, nous avons produit au dossier un acte par lequel le commandant Toumba a décidé en sa qualité de commandant du régiment commando de l'affectation de plus de
certains sous-officiers au régiment commando. Tous ces actes figurent au dossier de la procédure. Et ce n'est pas aujourd'hui que Toumba a commencé à courtiser Marcel pour l'amener, n'est-ce pas, à le rejoindre comme ceci rappelle l'a rejoindre depuis les premières heures. Le moment venu, nous allons mettre un document écrit, un support écrit, une preuve irréfutable qui atteste que les démarches de Toumba pour amener Marcel dans son camp ne datent pas d'aujourd'hui. Et hier, vous avez écouté avec beaucoup d'attention cette lecture téléguidée expliquée de M. Marcel Guilavogui à la part du tribunal. Il y a quand même des similitudes dans les façons de parler, les façons de s'habiller, le style entre Toumba et Marcel. Et je vais vous relever entre autres l'accoutrement. Vous avez une fois vu Marcel à Bazin depuis que les audiences ont commencé, à part pendant le boycott, quand Marcel était venu habillé avec un ancien bazin d'ailleurs, peut-être que le gars lui a donné, de Toumba avec des lunettes, même accoutrement. Le ton utilisé, la structure de son texte, il a quasiment imité la même chose que Toumba. Il a commencé par parler de sa personnalité, comment le pouvoir a été pris, il a parlé du régiment commando, il a parlé de Caléa, il a parlé des événements du stade et du 3 décembre. Donc oui, mais maître, quand on prend la structure, Dadis a utilisé aussi cette même structure. Il a d'abord parlé de lui, il a parlé de religion, il a fait sa prière comme Marcel l'a fait, il a aussi parlé de Caléa, il a aussi parlé du 28 septembre avant de parler du 3 décembre. Je pense que la structure du discours de Dadis à Marcel, ça reste la même. Bon, écoutez, vous comprendrez pourquoi Dadis a opté pour cette stratégie. Il fallait répondre aux affabulations de Toumba. Mais à ce que Marcel épouse le même style, le même contenu, le même style que Toumba, ça porte vraiment à réfléchir. Et il y a quand même des acquis, hein, malgré tout. Il y a des acquis et qui contribuent d'ailleurs à la manifestation de la vérité. Et il y a principalement deux. Et il y a que Marcel a au moins confirmé avoir été au stade. Peu importe l'explication qu'il a donnée à travers son discours écrit. Et il y a que Marcel a confirmé au moins avoir été à la clinique Ambroise Paris avec une grenade. Même s'il a soutenu au départ avoir été au stade désarmé. Celui qui dit qu'il est sorti au même moment que Toumba, il est rentré au même moment que Toumba. Il confirme toutes les incriminations de Toumba contre Dadis, mais les incriminations de Toumba contre sa personne, il fait savoir que Toumba s'est trompé, il a oublié, et vous pensez qu'on doit faire confiance, on doit prendre au sérieux une déclaration qui varie aussi de cette manière. Et nous avons affaire quand même avec un procès criminel. Et tout ce qu'il a raconté hier, que c'est le président Moussa Dadis qui a envoyé une garde parallèle au stade. C'est bien beau, c'est trop facile de dire tout ça. Mais est-ce qu'il a soutenu au moins ces déclarations-là par au moins, il ne serait-ce qu'un élément de preuve pour au moins amener les gens à le prendre au sérieux? Et souvenez-vous que c'est une déclaration qui est consécutive après une tentative de chantage que le capitaine Marcel a, n'est-ce pas, organisé. Voilà, justement, maître, vous parlez de tentative de chantage. Est-ce que vous pouvez concrètement nous dire qu'est-ce que vous sous-entendez par là, mais également, quelles peuvent être les implications juridiques quand on sait que Marcel, depuis le début, avait une position de nihilisme systématique et finalement, ce revirement-là, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme implication sur le plan juridique? Et le chantage, ça se rapportait à quoi exactement? Puisque vous parlez de chantage, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est Maître Pépé Antoine Lama, l'un des conseils de Dadis. Allez-y. Allez-y. Donnez-moi le temps d'en parler. Depuis que cette affaire a éclaté, je me suis toujours réservé d'en parler. Et j'attendais la sortie de Marcel pour vraiment en parler. Et si vous permettez, je vais vous en parler et vous serez bien édifiés. D'accord, allez-y. Depuis que le président Moussa Dadis a rejoint la maison centrale, il a coupé le contact et il n'accepte pas de recevoir n'importe qui. Pour la première journée, c'est Toumba qui a forcé la situation pour le rencontrer. Et vous savez que cela a été
n'est-ce pas, porté à la connaissance de l'opinion, Dadis a refusé systématiquement de le rencontrer et nous avions exigé que des dispositions soient prises pour ne plus que le commandant Toumba s'approche, n'est-ce pas, du président Moussa Dadis Camara. Et après, c'est Marcel aussi qui a tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec le président Moussa Dadis Camara, qui aussi n'a pas donné cette occasion-là. Les deux pratiquement ne se rencontraient que quand il s'agissait de se rendre au tribunal ou à défaut à la cantine du tribunal délocalisé de Dixit. Donc, et quand Marcel était dans le besoin d'argent, il a manifesté le désir auprès de Dadis par des personnes interposées. Ce dernier n'a pas cédé et par après, Marcel a fait savoir que si le président Dadis ne lui offre pas une villa plus de 300 millions, il va sévir, il va l'incriminer, il va porter des affabulations sur sa personne. Donc vous dites que Marcel a menacé le capitaine Moussa Dadis Camara à la maison centrale pour dire que s'il ne met pas une villa à sa disposition et 300 millions, qu'il va faire une nouvelle sortie, c'est cela? Oui, mais bien sûr. Et ce que j'ai dit, vous pouvez vérifier, même à travers les canaux informels à la maison centrale, c'est un secret de polichinelle. Maître, c'est trop facile, comme vous le dites, hein, les déclarations de Marcel, c'est trop facile parce que c'est pas soutenu d'éléments de preuve. Ce que vous avancez, vous aussi, c'est trop facile de le dire. Quand même, c'est des accusations extrêmement graves. Justement, est-ce qu'il y a des preuves matérielles qui soutiennent effectivement que Marcel s'est inscrit dans cette démarche? Allez-y, maître, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Allez-y. C'est trop pressé. D'accord. Vous pensez que M. Pépé Antoine Lama, que vous connaissez, peut se permettre de faire des affirmations s'il n'a pas de support probant? Vous pensez? Cette affaire a commencé depuis 3 mois, s'il vous plaît. Cette affaire a commencé depuis 3 mois que Marcel a commencé à menacer. C'est depuis 3 mois. Depuis 3 mois, même ses avocats se sont impliqués pour lui dire que tu es sur un mauvais chemin. Ceux qui t'ont orienté là ne t'ont pas guidé vers le bon chemin. Marcel a persisté et je vais vous dire le moment venu ce qu'il a reçu de Toumba et tout ça, les personnes par qui il est passé. Maître, il a reçu quoi de Toumba? Qu'est-ce que Marcel a reçu de Toumba? Le peuple de Guinée vous écoute ce matin. Il faut dire la vérité, rien que la vérité. Lui-même, il a dit hier devant la barre, je vous le dis, il faut dire la vérité. Et ce matin, c'est ce que nous on veut savoir. Qu'est-ce que Toumba aurait donné à Marcel pour qu'il change de version? Cette vérité, dans les détails, vous les aurez. Mais puisque cette procédure, cet autre volet de la procédure est devant les enquêteurs, il m'est un peu difficile de rentrer dans les détails, de citer des noms des personnes par qui Marcel est passé de Séville si on ne lui remettait pas une villa plus une maison, plus de l'argent optant pour moi. Et les autres actes préparatoires, n'est-ce pas, à cette variation malsaine seront portés, n'est-ce pas, à votre disposition le moment venu. Mais pour l'heure, nous sommes au procès des événements du 28 septembre. Nous n'allons quand même pas accepter mélanger les deux procédures, même si elles sont intimement liées. Mais toujours est-il qu'à date, il n'existe aucun élément de preuve, aucun support sérieux qui donne du crédit à cette lecture téléguidée à laquelle, n'est-ce pas, le capitaine Marcel s'est livré hier. Alors, maître, l'autre question, allez-y, oui, Félix. D'abord, avant la sortie d'aujourd'hui, vous nous dites ce matin que Marcel aurait donc demandé une villa et 300 millions, sinon faute de quoi, il allait déballer tout. Ça veut dire que la première sortie, la première comparution de Marcel, il n'aurait pas dit la vérité et qu'il aurait gardé quand même certaines informations pour protéger Dadis. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. Quand Marcel a demandé à reprendre la parole, le monde entier attendait à ce qu'il vienne dire que c'est le capitaine Moussa Dadis qui m'a envoyé au stade. Il m'a envoyé avec 6YZ. Voici là où nous avons enfui. Oui, maintenant, si vous le permettez, maintenant Marcel revient à la barre
et nous dit qu'il était au stade, c'est qu'il avait nié lors de son premier passage. Il se retrouve avec cette grenade, c'est qu'il avait également nié lors de son premier passage. Maintenant, quelles peuvent être les implications juridiques face à ce comportement-là de Marcel? Je vais vous parler sur 3 points de l'intervention du capitaine Marcel Gravaudier. Le premier point, il a dit qu'il a été au stade. Ça, c'est un acquis. Auparavant, il n'avait pas dit qu'il n'avait pas été. Mais qui l'a envoyé au stade? Il n'a pas dit que c'est le président Moussa Dadis qui l'a envoyé au stade. Il a aussi dit qu'il était à la clinique Ambroise Paré avec une grenade. C'est lui qui avait nié auparavant qu'il est parti au stade des armées. Vous allez prendre au sérieux une telle déclaration? Hein? Et la troisième chose, il vous dit que c'est la garde parallèle recrutée par le capitaine Dadis qui a commis ces exactions. Est-ce qu'il a avancé un seul élément? Est-ce qu'il a donné au moins une seule piste qui permet au tribunal, n'est-ce pas, d'exploiter pour aboutir à la confirmation d'une telle affirmation? Soyons un peu sérieux quand même. D'accord. Soyons sérieux. Maître, pourquoi vous n'avez pas eu l'impression que vous avez aujourd'hui, pourquoi vous n'avez pas eu la même impression lors du premier passage de Marcel? Parce que, en ma connaissance, vous ne vous êtes jamais opposé à un pan des premières déclarations de Marcel jusqu'à hier, au moment où il faisait cette nouvelle surprise. Je rappelle qu'on a comme invité Maître Pépé Antoine Lama, l'aide des conseils de Dadis. Allez-y, oui. S'il vous plaît. Je suis l'avocat du président Moussa Dadis Camara. Je suis là pour le défendre contre les faits articulés contre sa personne. Je ne suis pas le ministère public. Je ne suis pas la partie civile pour, n'est-ce pas, me mettre dans une posture tendant à l'incriminer. Ça, ce n'est pas mon travail. Marcel est venu livrer sa première version des faits. Il a dit qu'il n'a jamais été au stade. Mais vous voulez que le président Moussa Dadis ou sa défense vienne dire oui, tu étais au stade, alors qu'il n'était pas avec le président Moussa Dadis Camara? Marcel est venu dire qu'il n'a jamais été au stade et il n'a pas connaissance, n'est-ce pas, d'une personne que Dadis aurait envoyée au stade. Marcel vous a dit qu'il avait fait un accident et qu'il n'a pas rencontré le président Moussa Dadis Camara. Nous allons foutre quoi dans ça? Ce qui ne nous intéresse pas ne nous intéresse pas. Donc nous ne sommes pas le procureur de la République, nous ne sommes pas la partie civile. Ceux-ci ont fait leur travail, ils ont réussi, n'est-ce pas, à déconstruire son récit. Vous avez les vidéos qui existent. Nous, on ne se mêle pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est que le président Moussa Dadis est innocent. Nous l'avons déjà démontré. Nous allons encore le faire davantage. Et nous allons, dans les jours à venir, déconstruire ce complot malsain qu'on veut faire par le capitaine Marcel Guilabogui. Allez-y Emmanuel, avant-dernière question. Alors, j'ai 2 questions intimement liées. La première, c'est par rapport à ce que vous aviez dit. Marcel, certes, il n'a pas dit que Dadis lui a donné l'ordre d'aller au stade, mais il a quand même affirmé que le président avait l'habitude, il a confirmé les versions de Toumba, comme quoi le président Dadis avait l'habitude de sortir sans sa garde, de sortir de l'autre côté, à la porte de derrière de sa résidence. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une confirmation qui viendrait compliquer la situation du président Dadis? L'autre question, c'est est-ce qu'il est prévu dans votre stratégie de défense que le capitaine intervienne à la suite des déclarations de Marcel pour préciser un certain nombre de choses? Juste parce que c'était là l'inquiétude, beaucoup disaient que si Marcel part, eh bien on se révélerait aussi dans l'obligation de faire revenir nos clients pour des précisions. Est-ce que c'est ce scénario-là qui est envisagé aujourd'hui? Je vous dis, il faut d'abord préciser, en parlant de Marcel, de ce passage de Marcel, que Marcel a, dans sa lecture, il faut bien préciser, dans sa lecture, qui a rédigé le texte qu'il était en train de lire? Point d'interrogation. En ce qui nous concerne, nous savons que ça vient des techniciens de Toumba, parce que Marcel n'a pas ce niveau intellectuel requis pour un tel discours. Marcel a passé plusieurs semaines en train de bûcher ses discours. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'au départ, il lisait correctement. Mais à la fin, il ne se retrouvait plus. À la place de l'heure, il dit là, il avait du mal, n'est-ce pas, à lire les écrits qu'on a couchés sur du papier.
Donc, la lecture d'un tel document, moi, ça ne m'ébranle nullement parce que ça n'a pas l'air que ça vient de lui. Quand on lit pour confirmer les affabulations de Toumba contre Dadis, mais renier ce que Toumba a dit contre soi, je vous laisse le temps de juger. Nous l'avons rappelé hier, conformément à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, que si on donne la parole à un accusé parce qu'il en a fait la demande, mais il faut aussi donner la parole à ceux qu'on va incriminer de se défendre. Le président Moussa Dadis prendra la parole et il va également, à sa manière, déconstruire ces contre-vérités grossières qui ont été, n'est-ce pas, conçues pour les besoins de la cause. Voilà, Maître Pépé Antoine Lama, dernière question. Voilà, Babida. Maître, vous êtes plusieurs fois revenu sur ce mot, les techniciens de Toumba. Est-ce que vous voulez pointer du doigt ce matin Maître le conseil Paul Yomba. de Toumba, notamment Maître Paul Yomba et Maître Lansine Silla? Est-ce les deux Qui aurait rédigé. Qui aurait rédigé, n'est-ce pas, cette note? Et l'autre question, vous disiez tout à l'heure que Marcel se perdait dans la lecture. Est-ce que cela n'a pas été de même pour le capitaine Dadis aussi? Parce que les textes étaient tellement longs, et pour Marcel et pour Dadis, et puisque d'ailleurs c'est l'oncle et le neveu. Oui. Est-ce que c'est surprenant? Allez-y. Bon, écoutez, vous ne confondez pas Marcel et Dadis. Dadis n'a qu'un seul récit, il n'en a pas deux. C'est pas la même chose, hein. Il faut bien faire cette démarcation. Et encore que je n'incrimine aucun confrère, loin s'en faut, je n'en veux à aucun confrère d'avoir fait cela. À ceux qui, dans l'ombre, se reconnaissent déjà dans cette plume que Marcel a eu du mal à lire correctement, n'est-ce pas, ce qu'il s'assume aussi clair que ça. Et je pense que nous sommes à une étape très intéressante. Personnellement, j'ai finalement aimé que Marcel ait repris la parole pour prouver encore une fois la face de l'opinion nationale et internationale que cette cabale qui a tenté de coûter la vie au président Moussa Dadis Camara est en train de se perpétuer dans ce débat. Et nous allons, n'est-ce pas, quand nous allons reprendre la parole et porter à la connaissance de l'opinion un élément qui va étayer davantage cette cabale, et vous allez, n'est-ce pas, dans ces conditions, tirer chacun en ce qui le concerne les conséquences qui s'imposent. D'accord. Maître Pépé Antoine Lama, avocat, l'un des conseils du capitaine Moussa Dadis Camara. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bon courage à vous. C'est moi qui vous remercie. Dans un court instant, on va essayer de joindre également Maître Paul Yomba Koroma, qui va aussi essayer d'apporter sa part de vérité dans cette autre sortie de Marcel Guilavogui, sortie. Il donne un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, il a craché dans la soupe. Il faut démêler le vrai du faux, ce qui va ouvrir peut-être la voie à une foule de sorties de la part des autres accusés. Vous l'avez écouté, Caps, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces propos de Maître Pépé Antoine Lama? Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette sortie de Maître Pépé, c'est pour nous dire tout simplement que la défense donc, de Dadis se réjouit de cette sortie, parce que si pour la première sortie du capitaine Marcel, il disait n'être pas présent au stade et qu'il revienne dire également qu'il n'avait pas de grenade, et finalement il revient pour valider toutes ces choses-là, ça leur donne des éléments, des pistes bien entendu, pour déconstruire encore une fois les arguments du capitaine Marcel. Mais l'autre chose également, d'autres accusations très graves qui révèlent, c'est en disant que les techniciens de Toumba auraient rédigé ce discours de Marcel hier, mais mieux encore que Marcel a tenté de faire chanter le capitaine Dadis avec une villa et un montant de 300 millions de francs. Justement, que Marcel aurait demandé au capitaine Moussa Dadis Camara une villa et 300 millions de francs guinéens. Exactement. S'il n'obtempère pas, eh bien, il va faire une sortie pour... Justement, et ça, c'est des accusations très graves. Maintenant, ce n'est que des déclarations sérieuses, ce n'est que des déclarations qu'aujourd'hui le maître Pépé nous fait. Maintenant, est-ce qu'il soutient ça par des preuves palpables? Est-ce qu'il y a des enregistrements dont il disposerait? Je pense que mettre ces pièces-là à la disposition de la justice viendront donner de la crédibilité quant au fait qu'ils ont également des éléments pour déconstruire les arguments de Marcel. Mais je veux également dire que par rapport aux éléments des
l'information que Marcel partage, je veux qu'il aille beaucoup plus au-delà, qu'il aille au-delà de ça. Et je pense que dans la phase des interrogatoires, les questions des avocats qui viendront peut-être lui permettront à Marcel de ressortir ou de mettre sur la place publique des éléments de preuve qui pourront finalement permettre à ce qu'on puisse savoir est-ce que ce qu'il dit est vrai ou est-ce que ce qu'il dit est véritablement faux. Parce que le revirement de situation de Marcel, et c'est justement la question que j'étais en train de poser à Maître Pépé pour voir ce nihilisme systématique-là, quelles peuvent être donc des implications de la part de Marcel. Parce que vous sortez une première fois, vous dites que vous n'êtes pas présent, vous n'étiez pas sur les lieux, et une seconde sortie qui vient rebotter en touche tout ce que vous avez dit la première fois. Il y a un problème de crédibilité vis-à-vis de la personne elle-même qui parle. Mais au-delà de ça, quand on prend le discours qu'il était en train de lire, il faut affirmer qu'à un moment donné, il se perdait dans ce discours-là, ce qui amène, bien entendu, beaucoup de questionnements à faire. Oui. Est-ce qu'il est lui-même l'auteur de ce qu'il est en train de lire? Et c'est pourquoi je dis justement, s'il n'apporte pas des éléments de preuve par rapport à ces dits d'hier là, encore une fois, il reste beaucoup de choses, beaucoup d'interrogations, et finalement je termine par dire que le procès il est relancé parce que la sortie de Marcel envoie forcément une nouvelle sortie de Dadis, et ça permettra et une nouvelle sortie de Dadis risquerait d'envoyer Toumba également. Oui. Donc le procès et on est reparti encore pour longtemps. Allez-y. Moi rapidement j'aimerais réagir sur la question de est-ce que Marcel est le réel rédacteur de ce qu'il a eu à exposer hier. Vous savez, il y a Nicolas Boileau, connaissez la citation qui dit tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Alors, au cours de l'interrogatoire, vous savez, il y a pas mal eu de gens tels que Blaise Goumou qui ont eu l'assentiment du public à dire qu'ils avaient un exposé cohérent, un exposé concordant, mais qui, au cours des interrogatoires, on a eu à constater certaines failles. Donc, ça veut dire que à travers les différentes questions posées à la fois par le parquet, la partie civile et la défense, on serait amené à croire en réalité si cette version-là de Marcel viennent de lui, ou ça a été fabriqué de toutes pièces par les techniciens de Toumba, comme était en train de le présenter l'avocat plutôt de Dadis, parce que quoi qu'on dise, Marcel ne pourra pas défendre avec toute la cohésion qui doit s'attacher, c'est que lui-même n'a pas pensé. Oui, justement, donc pour vous, à vous écouter, ce texte ne viendrait pas de lui. Je n'affirme pas d'emblée que le texte ne vient pas de lui, mais sauf que lorsque quelqu'un a affirmé un élément pour venir le contredire, si la première version n'est pas vraie, rien ne nous donne la garantie que la seconde version est vraie. Et l'autre chose que je voudrais préciser, c'est que peut-être qu'il y a des éléments de vérité dans ce qu'il est en train de dire. Peut-être aussi qu'il y a des éléments de surenchère, c'est-à-dire que les faits se sont passés de telle sorte, mais vu que le président Dadis ne lui a pas accordé ce dont il avait besoin, il a décidé de dire la vérité, mais d'en rajouter une certaine couche. Allez-y, Babila, rapidement, avant de donner la parole à Félix. L'autre interrogation que je me fais aujourd'hui, c'est par rapport aux motivations de Marcel à demander, à vouloir, n'est-ce pas, faire ses réclamations à Dadis. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans le box des accusés. Qu'est-ce qui a amené Marcel à faire des réclamations à Dadis? Pas à Coplan, pas à Toumba, pas à un autre accusé. Pourquoi le capitaine Dadis? Dadis c'était le chef. Oui, mais laisse-moi poser ma question. Dadis c'était le chef. Je suis en droit de me faire cette interrogation. Mais il n'a pas de lien particulier entre lui et Coplan. Ce que je sais... Et toi et moi, nous ne vivons pas à la maison centrale. Et je ne prie même pas, je ne souhaite pas que nous ça n'arrivera pas. À ce niveau. Mais encore une fois, je me repose cette question. Qu'est-ce qui amènerait, n'est-ce pas, Marcel à aller demander à Dadis de lui de lui offrir une villa et 300 millions? En fait, il faut se poser la question, pourquoi? Pourquoi il va tenter ça auprès de Dadis? Y a-t-il pas eu quelque chose comme pacte préparé en deal en amont qui n'aurait pas été respecté?
point d'interrogation. Est-ce que la première sortie de Marcel ne visait pas justement à sauver le capitaine Dadis dans cette procédure et qu'il s'attende à une récompense et un soldat abandonné, exactement. Ou bien qu'on lui dise, il faut le protéger, on trouvera des moyens pour toi, on trouvera quelque chose pour toi derrière, mais qu'il sente à mi-chemin que les promesses ou les engagements tenus ne seraient pas sur le point d'être respectés et qu'il vienne à la charge pour réclamer, n'est-ce pas, lui-même ses préférences de choix. On peut aussi donc, se dire pourquoi Dadis aurait pris aussi le risque de ne pas porter plainte et tout cela. Voilà. Oui, et pourquoi il aurait pris le risque de ne pas accomplir sa part s'il y avait un deal en amont. Pourquoi il aurait pris ce risque-là aussi? Le plus souvent, même dans les films de fiction, le chantage, ça se repose toujours sur un élément, qui soit soutenable ou en tout cas qui soit vrai à 100% ou pas, mais il y a toujours un élément à partir duquel les personnes qui se prêtent à ce genre d'exercice de chantage partent, n'est-ce pas, pour tenter de faire plier les personnes qui sont visées par leur démarche. Encore une fois, il faut se poser la question dessus. Et bien évidemment, comme il l'a dit, les premières déclarations, puisque tout le monde, en tout cas, ou la plupart des gens qui suivaient ce procès pensaient que Marcel n'était pas en train de dire la vérité avec cette histoire de fracture linguale. On a franchi ce cap de fracture linguale. Je ne me rappelle plus. J'ai perdu la mémoire. Ma langue a été coupée. Donc toutes ces expressions ont disparu. Aujourd'hui, il revient à la charge pour repréciser certains éléments, confirmer certains pans des interventions de Toumba et même de l'analyse de beaucoup d'observateurs. Vous comprendrez qu'il y a des éléments de vérité dans cette sortie, même si par endroits on peut estimer de la surenchère, mais il y a en tout cas, de mon point de vue, des éléments de vérité, assez de concordance par rapport à beaucoup de sorties qui ont été faites, comment dirais-je, lors des premières interrogations. Sans oublier que c'est la nouvelle stratégie, c'est la stratégie du capitaine Marcel, parce que selon lui, le militaire, il est intelligent dans l'intelligence. Et justement, donc il a même dit, il dit qu'il est trahi. Et donc il est trahi, qu'on ne va pas le vendre. Qu'il observait la première stratégie, c'était justement de se taire, ne rien dire, observer. Puisque désormais dans cette observation, il sent qu'il est dans l'isolement, qu'il est dans l'abandon, qu'il est en train d'aller au gouffre, et bien finalement, il faut revenir peut-être faire le mea culpa, repréciser les choses, parce que le cas Motel a été confirmé, que c'est Toumba qui a informé du décès de Conté, il l'a confirmé, et bien ce qui s'est passé à la clinique Ambroise, il l'a confirmé. Sa présence au stade, il l'avait nié, il l'a confirmé. Et beaucoup d'autres témoins ont confirmé les mêmes versions. Donc, il y a des éléments de vérité là qui commencent à sortir. Allez-y. Vous savez, Descartes disait que... Activez votre micro. Descartes disait que la vérité est un élément moral, au sens où celui qui la respecte est un être en elle-même, moral aussi. Dire la vérité, c'est difficile. Où on peut avoir le penchant du mensonge pour quand même assoupir nos intérêts. Mais tout ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre, ou l'organisation de ce procès, c'est dans le souci d'éclairer, de savoir réellement ce qui s'est passé. Qui sont les commanditaires, qui sont ceux qui ont exécuté quand même l'ordre par rapport à ce massacre. On parle quand même de plus de 100 et quelques personnes qui ont quand même péri lors de ce massacre de 28 septembre. Moi, quand j'ai appris que Marcel devait prendre la parole pour casser des papos, je m'attendais quand même à une grande sortie, à des révélations peut-être fracassantes qu'on n'avait jusque-là pas encore entendues. Sauf que hier, pendant 7 heures de lecture, Marcel n'a fait que revenir sur des choses qu'on a déjà entendues. Mais il n'y a pas de révélation plus que ça. Quelqu'un qui au départ disait ne se rappelait de rien. On n'a quand même pas entendu quelque chose de contraire de ce qu'on avait déjà entendu. Sauf que lui-même, il s'est enfoncé. Parce que au départ, il avait dit qu'il n'était pas au stade. Hier, il revient, il dit qu'il était au stade. Au départ, pendant sa première comparution, il avait dit qu'il n'avait pas utilisé de grenade et qu'il n'était même pas à la clinique Ambroise Paré. Malheureusement,
Hier, il a revient décidé pour de dire revenir. qu'il avait notamment la grenade. Je crois d'ailleurs que cette sortie ne lui est d'ailleurs pas favorable. Voilà, Félix. Nous avons notre invité en ligne. On va partir avec cette transition. On se retrouve dans un court instant. Nous recevons notre invité de parcours.